Bienvenue à tous et à toutes pour cette conférence de presse du Pavillon français pour la 17e édition de la Biennale de Venise. Merci encore d'avoir répondu à l'invitation. Je suis Clémence Postis, je suis rédactrice en chef de Revue Far West qui accompagne la Biennale tout au long de l'année, tout au long de sa production. Et je vous propose de commencer tout de suite cette conférence de presse et nous allons la commencer avec un petit mot de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. À tout de suite. Mesdames et messieurs, avec Roselyne Bachelot, nous sommes très fiers de pouvoir compter sur Christophe Hutin pour représenter la France à la prochaine Biennale internationale d'architecture de Venise. Parce que son travail est à l'image de l'architecture française d'aujourd'hui, singulier, engagé, résolument ouvert sur le monde, nous lui avons confié la délicate mission d'apporter notre réponse à la question passionnante et redoutable qui servira de fil rouge à cette édition de la Biennale: comment vivrons-nous ensemble ? Cette question, bien sûr, fait écho à toutes celles que nous posons nous-mêmes lorsque nous songeons au monde commun que nous aurons à rebâtir au lendemain de la crise pandémique. Le Corbusier le disait déjà, plus encore qu'un métier, l'architecture est une tournure d'esprit dont nous avons donc aujourd'hui tous besoin. Face aux défis du XXIe siècle, ces défis sanitaires, environnementaux et technologiques que l'humanité tout entière a désormais en partage, notre responsabilité collective est bien en effet d'inventer un nouveau vivre ensemble. C'est pourquoi le rayonnement de l'architecture française à l'international est désormais l'un des enjeux majeurs de notre diplomatie culturelle et d'influence et l'une de nos priorités et la priorité de notre opérateur, l'Institut français de Paris. C'est aussi bien sûr un enjeu majeur pour notre diplomatie économique, car avec l'architecture française, c'est tout un ensemble de savoir-faire d'excellence qui s'exporte dans les filières de l'ingénierie et de la construction. En ce sens-là aussi, la relance passe pour nous assez littéralement par l'édification d'un monde nouveau. Je tiens donc à saluer très chaleureusement Christophe Hutin et ses collaborateurs, ainsi que l'ensemble des partenaires du pavillon français. Dans un contexte de bouleversement et d'incertitude, tous ont fait preuve d'une constance exemplaire et je les en remercie. Je souhaite à ce très beau projet tout le succès qu'il mérite et je nous donne rendez-vous à Venise très bientôt pour le découvrir in situ. Avant d'enchaîner, je vous rappelle encore une fois le formulaire que vous pouvez utiliser pour poser vos questions à la fin de la conférence. N'oubliez pas votre nom, le nom de votre média et nous répondrons à toutes vos questions ensuite. Nous allons maintenant accueillir Errol Hock, directeur général et président par intérim de l'Institut français. Bonjour Monsieur Hock. Bonjour Clémence et merci pour ces mots d'introduction. Voilà, après les mots de nos deux ministres, je voudrais d'abord souhaiter moi aussi la bienvenue bien sûr à Christophe Hutin, le commissaire du pavillon français, également à l'équipe de la Biennale de Venise. Je sais que vous êtes plusieurs à suivre cette conférence depuis l'Italie et je vous en remercie. Et je voulais une pensée particulière bien sûr pour le président Roberto Cicutto et ainsi que Hachim Sarkis, le commissaire général de cette 17e édition. Bienvenue aussi à nos collègues de l'étranger et bien sûr à nos partenaires et amis journalistes qui sont nombreux et je vous en remercie. Alors dans le contexte historique qui s'est ouvert avec la crise sanitaire d'il y a maintenant plus d'un an et qui a entraîné le report de cette biennale, finalement cette conférence de presse du pavillon français pour la 17e édition de la Biennale de Venise prend une dimension vraiment très particulière. D'une part, elle représente le premier moment de partage des grandes lignes du projet de Christophe Hutin, des communautés à l'œuvre, et ce, après pratiquement 16 mois de travail intense, avec beaucoup de mois d'incertitude pour l'ensemble des équipes qui ont travaillé sur ce projet. Et d'autre part, elle incarne aussi une étape vers Venise qui finalement rend l'ouverture de la Biennale chaque jour un peu plus réelle. Et voilà, j'en profite pour saluer amicalement le président de la Biennale, Roberto Cicutto, lequel m'a chargé de dire quelques mots en son nom, et je le ferai, si vous me le permettez, à la fin de mon propos. En son nom. Alors, comme vous le savez, depuis 1980, tous les 2 ans, en alternance avec la Biennale d'art, Venise se met aux couleurs de l'architecture. C'est un moment incontournable pour les architectes et pour toutes celles et ceux qui finalement s'intéressent à l'acte de construire, et aussi à l'acte d'habiter, les citoyens, les élus, les institutionnels, les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, les entrepreneurs, les journalistes, les étudiants. Comment vivrons-nous ensemble ? C'était Hachim Sarkis qui, à l'été 2019, lançait un peu ce questionnement sous forme de défi un peu prémonitoire à l'ensemble de la communauté architecturale internationale. Il les invitait finalement à imaginer des espaces de cohabitation d'un nouveau genre, généreux, solidaire, porteur de valeur face aux exigences et aux urgences qui pèsent sur notre cadre de vie. Évidemment, depuis, le caractère exceptionnel de la pandémie nous oblige.
Et en cela, la force sans doute de cette 17e édition sera de donner aux pavillons nationaux la possibilité de répondre à la crise dans son immédiateté, dans son urgence, mais en présentant aussi des propositions concrètes pour changer nos paradigmes sociaux, environnementaux et politiques. Et comme le disait très justement il y a quelques semaines Roberto Cicutto, être à Venise cette année, c'est une façon de vivre ensemble, ce qui redonne tout son sens aussi à la présence physique, d'où peut-être et certainement la persévérance de beaucoup de pays pour assurer l'ouverture de leur exposition, à la fois en signe de solidarité envers la Biennale et envers l'Italie, et puis aussi, je pense, comme un message positif envoyé au monde entier. Alors, oui, l'architecte a plus que jamais un rôle à jouer dans le dessin du monde de demain. Et je crois en cela que la proposition de Christophe Hutin met vraiment en lumière une singularité, à la fois dans le parcours et les pratiques développées depuis plus de 20 ans. Architecte et enseignant-chercheur titulaire à l'École nationale supérieure d'architecture de Bordeaux, sa pratique actuelle reste marquée aussi par une expérience un peu fondatrice à Soweto, dans le township de Soweto, en Afrique du Sud, lorsqu'il avait 19 ans. Observer plus, construire moins, améliorer et transformer plutôt que détruire, renforcer le déjà là, créer les conditions d'une appropriation par l'usage en s'appuyant sur une architecture participative. Le métier d'architecte, pour Christophe Hutin, est avant tout un travail d'amélioration et de transformation de l'habitat. En 2019, avec les architectes français Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal et Frédéric Drouot, il a reçu à Barcelone le prix de l'Union européenne pour l'architecture contemporaine, Mies van der Rohe, pour la réhabilitation de 530 logements sociaux dans la cité du Grand Parc à Bordeaux. Nourri d'expérience en France et à l'étranger, sa proposition pour le pavillon français est à la fois stimulante et optimiste. Elle a vocation, depuis la lagune de Venise, à sillonner le monde entier, et nous avons d'ores et déjà commencé le travail de mise en réseau d'une sorte de communauté d'esprit autour de ce projet pour créer des résonances à plusieurs échelles. D'abord à Venise, au sein des Giardini, où le pavillon est un lieu d'accueil et de rencontre, bien sûr, à l'échelle de la Biennale, en partenariat avec d'autres pavillons nationaux, et puis aussi certainement d'une Biennale à l'autre, de Venise à Chicago, de São Paulo à Séoul. Et cette résonance va se co-construire avec le réseau culturel français à l'étranger et ses partenaires locaux, des États-Unis au Vietnam, du Cambodge au Kenya, de la Corée au Brésil. Le pavillon français va inviter à la construction collective de rencontres qu'on espère inspirantes et ouvrir vers un monde de projections nouvelles. Dans l'immédiat, cap sur Venise, et je voudrais d'abord vraiment remercier chaleureusement les membres de la commission de sélection, dont son président, Philippe Madec, avec lesquels finalement toute cette aventure a pu commencer, et puis aussi les partenaires qui ont rejoint l'aventure dans un contexte difficile, compliqué, Saint-Gobain, la région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux et le bailleur social Aquitanis. Et puis enfin, je voudrais remercier l'ensemble des équipes impliquées dans ce projet pour leur endurance, les équipes de l'Institut français, de nos ministères de tutelle, Dominique Carré, les éditions de la découverte, l'équipe artistique et audiovisuelle qui a travaillé sur le projet, et bien sûr Christophe, pour sa détermination depuis le premier jour. Donc, je voulais vraiment te souhaiter, Christophe, à toi et à ton équipe, bonne chance pour les prochaines étapes de la préparation d'ici l'ouverture en mai. Comme je l'avais dit dans mon introduction, je vais maintenant, si vous voulez bien, lire le mot de salutation du président de la Biennale, Roberto Cicutto. Je vous souhaite la bienvenue à la première présentation d'un pavillon national à la 17e exposition internationale d'architecture de la Biennale di Venezia, organisée par Hachim Sarkis. Et je suis heureux que ce soit notre cousine, la France, qui ouvre la danse. Je remercie et salue celles et ceux qui ont voulu et rendu possible la présentation de l'importante œuvre de l'architecte Christophe Hutin, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, la ministre de la Culture, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, le directeur général de l'Institut français, M. Errol Hock. Merci d'avoir lutté à nos côtés pour réaliser cette biennale d'architecture, malgré ces temps difficiles qui ont durement frappé nos pays et le monde entier. La volonté commune et le respect des normes sanitaires ont permis, en 2020, de participer physiquement à Venise au Festival international du cinéma et au Festival de théâtre, musique et danse. Ce nouveau défi que constitue l'ouverture de l'Arsenal et des Giardini de la Biennale en 2021 est pour nous tous une bataille à gagner au nom de la culture et de l'espoir de trouver la meilleure façon de vivre ensemble. L'architecture est un art appliqué qui vise à découvrir de nouvelles solutions durables et globales dans le respect des identités et des différentes cultures du monde. Christophe Hutin le prouve à travers une enquête sur les formes de coexistence d'aujourd'hui à la recherche de solutions pour demain. Je vous remercie d'être ici aujourd'hui en format virtuel et un merci encore plus grand d'être présent avec nous et avec beaucoup d'autres pays du monde à Venise au mois de mai. Merci beaucoup, Monsieur Hock, pour votre intervention et pour ce petit mot transmis. C'est maintenant au tour de Christophe Hutin, commissaire du pavillon français pour cette édition, de nous dire quelques mots. Bonjour Christophe. Bonjour Clémence.
Madame la ministre de la Culture, Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, cher Errol Hock, ainsi que l'ensemble des équipes des ministères et de l'Institut français, je vous remercie. Le projet que je vais vous présenter pour cette biennale remet au cœur des préoccupations de notre discipline les communautés habitantes. Grâce à un travail d'enquête sur la réalité de notre monde contemporain, nous opérons par transformation de ce qui existe. Nous considérons l'architecture comme un work in progress qui s'inscrit dans le temps long de l'histoire des communautés habitantes. Il n'y a pas de page blanche, il y a la vie, le mouvement, les gens partout. Dans les situations les plus dégradées, les plus informelles, les plus complexes, il s'agira de garantir à tous la dignité et le confort, mais aussi l'hospitalité que nous n'avons plus. Nous considérons les situations d'architecture comme des écosystèmes fragiles. Nous agissons alors avec gentillesse, délicatesse, avec attention, sans jamais démolir, sans abîmer, en ayant comme objectif que le bénéfice de l'architecture aille précisément à ceux qui l'habitent. Une architecture contemporaine, simple, aux dimensions généreuses, offrant de grandes capacités, permet à la vie de s'y installer aisément. Il s'agit d'une architecture ouverte qui permet la plus grande improvisation. Nous agissons avec la plus grande précision sur les contextes rencontrés, de façon indéterminée afin que l'aspect performatif des usages trouve sa place. L'architecture n'est pas une fin en soi, elle abrite la vie, ce qui a été cette année malmené, confiné. Notre architecture propose un processus de déconfinement et d'émancipation. Le projet que nous défendons s'accompagne sans aucun doute d'une prédominance de la liberté, du désir et du plaisir afin d'habiter poétiquement le monde. Moteur, Jérôme. Les communautés habitantes agissent sur leur environnement construit et représentent la première des ressources pour établir un meilleur usage du monde. Piepolo, à la Renaissance, nous propose dans cette peinture un monde nouveau. Dans le chantier de l'orphelinat de Clifton à Soweto, l'analogie est heureuse. L'action des communautés pour déborder l'architecture est de notre point de vue digne d'intérêt. Il s'agit même d'un préalable. Nous proposons de transformer avec les communautés les lieux habités. Leur participation n'est pas un palliatif à l'absence de démocratie, mais bien un préalable à tout projet. L'architecture est un fait social. Plus que jamais, elle doit nous permettre, en tant qu'individus, de nous projeter dans des lieux du commun afin que nous puissions revivre ensemble. Dans nos projets, la résilience est à l'œuvre, mais elle ne suffit pas. L'architecture, en effet, doit apporter concrètement des solutions innovantes pour transformer durablement ce qui ne va pas et conforter ce qui va bien. Nous proposons de rendre l'architecture aux habitants. Dans le cadre de l'exposition, nous présentons des études de cas dans 7 destinations. Notre pratique se fonde sur des échanges interculturels sous une forme de créolisation. Les situations rencontrées, en miroir, se renseignent les unes des autres. Cette exposition a un caractère international assumé. Nous présentons la métamorphose et la transformation de 530 logements sociaux, et Roland en a parlé, un projet à Bordeaux où les gens, en site occupé, ont pu avoir le bénéfice
d'espaces supplémentaires, d'augmentation de leur habitat et d'un nouveau rapport à leur environnement. Ils peuvent ainsi inventer la vie et inscrire leur projet de vie dans leur logement, comme on le voit ici. Au Vietnam, à Hanoï, nous avons documenté et étudié la façon dont les gens ont augmenté leur habitation de façon individuelle, sans architecte, et l'analogie de ces deux cas nous permet de fonder un point de vue critique qui sera présenté dans l'exposition. À Détroit, nous avons travaillé avec la communauté de Southwest Detroit pour aménager une parcelle vacante et faire en sorte que les habitants de ce quartier en aient le bénéfice et puissent participer à l'élaboration de cet espace. Ici, à Mérignac, à côté de Bordeaux, nous transformons 93 maisons d'une ancienne cité d'urgence. Depuis 50 ans, 3 générations, les familles ont modifié, amélioré leur habitat qui était au démarrage temporaire. Ils ont construit eux-mêmes la pérennité et l'efficience de cet habitat. On le voit ici, Madame Guise, pour qui j'ai une pensée, nous a accueillis dans ce quartier afin de faire ce travail. En Argentine, à Buenos Aires, Tiffaine Abenia, qui est associée au commissariat de ce projet, avec Daniel Estevez. Tiffaine a travaillé sur les grandes structures abandonnées et a fait tout un travail de recherche ici sur un hôpital non fini, sur le non finito de Michel-Ange à Buenos Aires. À Johannesburg, nous travaillons sur la transformation du patrimoine moderne du XXe siècle de cette ville magnifique. Un exemple, une ancienne maternité, un hôpital où aujourd'hui habitent 247 familles. Nous les accompagnons dans la transformation de ce lieu. L'orphelinat de Clifton, de Soweto, que nous avons transformé en 2013, où on voit l'aspect performatif immédiat de ces jeunes à l'œuvre dans ce chantier, avec qui nous avons collaboré pour en faire un lieu magnifique. Le cinéma, sans souci, un haut lieu de la culture sud-africaine à Soweto. Myriam Makeba, Abdullah Ibrahim ont démarré leur carrière dans cet endroit. Il est très important dans la mémoire collective et pourtant oublié des politiques publiques aujourd'hui. Nous avons réinstallé ce cinéma, réengagé les pratiques. On le voit, 500, 600 personnes reviennent ici, vivre ensemble et construire un projet culturel communautaire. Le cinéma est important finalement pour raconter la vie. Le cinéma est peut-être le meilleur des outils à notre disposition. Je renvoie à ce film de Abel Gans de 1927 sur Napoléon, qui est un film composé en triptyque. Ce format de triptyque permet, au-delà de la perspective, d'offrir des points de vue multiples sur une situation d'architecture et donc permet au spectateur de construire et de circuler dans les plans et de fabriquer sa représentation de l'espace. Nous avons donc, avec Grand Angle Production, réalisé des films dans l'ensemble des cas que je viens de vous présenter sous forme de triptyque. Les travelling que vous avez vus dans le teaser, dans la première vidéo de présentation, occupent l'écran central. Il permet aux visiteurs de visiter l'architecture, d'être à l'intérieur de l'architecture. Philippe Ruot, directeur de la photographie, a documenté l'expertise du quotidien des habitants et les scènes de la vie que l'on peut voir sur l'écran de gauche. À droite, nous documentons les processus de transformation de ces lieux que l'on visite dans l'exposition. Nous retrouvons à Soweto le triptyque, nous retrouvons encore à Mérignac ce travail de représentation de l'espace en triptyque qui permet aux spectateurs de circuler et de construire un point de vue et de participer finalement à la perception et au récit de cette exposition. Le pavillon français est un bâtiment néoclassique de la fin du 19e. Ce bâtiment est clos sur lui-même. Nous avons donc, avec ces grands films triptyques, ce sont des films immersifs qui permettent aux spectateurs de rentrer complètement dans les situations d'architecture, d'être à l'intérieur, dans cette immersion, au cœur des communautés habitantes et de la façon dont elles vivent. Les 3 salles latérales du pavillon permettent d'avoir les projections des films de mur à mur, dans une dimension totale, et offrant ainsi cette dimension immersive. Sur la façade, l'image de Piepolo et l'image de l'orphelinat accueilleront le public dans le jardin. Et au cœur de l'exposition, nous avons cette agora, cet espace central qui va de façon très libre et très fluide distribuer les salles de projection, mais aussi offrir un agora pour une programmation que nous allons dérouler tout au long de la biennale pour accueillir des artistes et des intellectuels, n'est-ce pas, et célébrer un petit peu l'aspect performatif de cette exposition. Dans cette salle centrale, vous retrouverez
une fresque, ici la fresque de Sienne, du bon et du mauvais gouvernement, que nous réinterprétons de façon contemporaine avec des images de chantiers collectifs qui correspondent à nos pratiques. Vous trouverez également des bandes sonores, des interviews des personnes qui sont à l'image dans cette fresque. Nous avons une dimension évidemment digitale, compte tenu du contexte, sur la diffusion des médias que nous produisons et des contenus vidéo. Il s'agit de la plateforme digitale qui est portée par Far West et qui permet donc à l'ensemble de la communauté que l'on va construire autour de cette exposition d'accéder au contenu vidéo, à l'ensemble des pastilles, aux récits et à tout ce que nous produisons en termes de médias. Voilà, cette plateforme est en ligne. Elle sera bien sûr amendée par les contenus vidéo au moment de l'ouverture de l'exposition et on pourra circuler dans les vidéos selon les destinations, selon les typologies de films, entretiens, interviews habitants, etc. Je voudrais revenir sur cette année 2020 qui a été difficile pour tout le monde. La production n'a pas été simple. Nous avons dû démarrer, repartir, s'arrêter, faire preuve de beaucoup d'improvisation. Et on nous voit ici au Vietnam, nous sommes arrivés en février au Vietnam, en plein début du confinement. Ici, j'ai dû perdre quelques parties de badminton, n'est-ce pas, pour pouvoir échanger avec ces dames qui ont donc agrandi leur appartement sur l'immeuble que vous voyez derrière. Nous sommes à la rencontre aussi des habitants pour les interviewer, recueillir leurs témoignages, leur expertise du quotidien. Et puis nous documentons ici avec Philippe Ruot, directeur de la photographie, Johannesburg, cette ville magnifique. Nous sommes à Soweto, nous négocions les tournages, les prises de vue. Et puis nous avons un film qui se déroule à Détroit et nous n'avons pas pu aller à Détroit du fait de la crise sanitaire. Nous avons donc été encore plus loin dans le propos théorique de cette exposition, c'est-à-dire que Grand Angle a fait preuve d'une grande improvisation en permettant à la communauté habitante de Détroit, finalement, de bénéficier du même dispositif technique, du même protocole pour pouvoir raconter sa propre histoire et réaliser le film que nous n'avons pas pu aller faire. La communauté raconte donc et produit son propre récit et sa propre histoire. Pour ce retour, je vous propose une petite vidéo moteur Jérôme. Nous ne pouvons plus faire l'économie de l'humain dans les procédures d'architecture et dans la façon dont nous fabriquons nos environnements construits. Les communautés à l'œuvre, ce sont toutes ces communautés habitantes sous différents climats, dans différentes cultures, qui habitent le monde et par l'action qu'elles engagent, elles transforment les lieux et les architectures dans lesquelles elles habitent pour les adapter à leur mode de vie, pour les rendre plus efficaces. Il s'agit de la rencontre entre l'architecture, la compétence de l'architecture et la performance des habitants. Pendant un an, nous avons voyagé sur la planète pour rencontrer les communautés à l'œuvre dans différents quartiers, au Vietnam, en Afrique du Sud, en France, aux États-Unis. Ce que l'on voit dans les différents cas, dans les différentes communautés que nous avons rencontrées, c'est que les gens vivent de façon très différente, mais que les phénomènes à l'œuvre, sur ce que l'on engage ensemble dans nos relations et dans notre rapport à l'architecture, eh bien les phénomènes sont les mêmes. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut construire son projet de vie dans son habitat? Comment est-ce qu'on peut engager les relations avec les autres? L'architecture que l'on défend dans ce projet propose une architecture qui justement reste ouverte dans la façon dont la vie va s'installer et dont la vie va s'inventer. La démarche que nous proposons est fondée sur l'observation, sur l'enquête, sur la réalité, sur le terrain. Et donc cette observation, elle doit nous conduire à terme à construire moins et à rendre l'architecture beaucoup plus efficiente et beaucoup plus économe et beaucoup plus en lien avec son climat et avec les cultures rencontrées. Nous avons dû, dans le cadre de la production de cette exposition, faire preuve d'une grande imagination et d'une grande capacité d'improvisation pour nous adapter aux conditions de travail, de production et de relations avec les différentes communautés que nous avons mobilisées dans le cadre de ce projet. De telle façon à ce qu'on puisse avoir un regard positif et joyeux sur le monde et la façon dont on l'habite pour envisager des jours meilleurs sur l'année 2021.
Je voudrais envoyer un message aussi à tous les gens de la Biennale, à Hachim Sarkis, à tous les pays au travail qui sont à l'œuvre eux aussi avec leur communauté dans le cadre de leur projet. Je leur transmets ma solidarité et le meilleur pour que cette Biennale soit une réussite et que nous puissions revivre ensemble dans des conditions que nous allons inventer dans le cadre de cette exposition. C'est un grand plaisir pour nous de vous présenter également aujourd'hui le catalogue de l'exposition qui sortira demain aux éditions La Découverte. Ce catalogue est un travail collectif qui a été mené et conduit par Daniel Estevez et Tiffaine Abegna. Je propose de donner la parole à Tiffaine pour nous présenter ce travail. Merci Christophe. Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de prendre la suite pour vous présenter le catalogue Les communautés à l'œuvre en appui à l'exposition. Donc c'est un ouvrage effectivement collectif aux éditions Carré sous la direction de Christophe Hutin. Commençons peut-être par préciser ce que ce catalogue n'est pas, étant donné que vous venez d'avoir une présentation de l'exposition. Ce catalogue ne se veut pas un extrait ou un résumé de l'exposition qui aura lieu dans le pavillon français. Le catalogue ne prétend pas finalement faire une synthèse de l'expérience du pavillon. On a pensé en fait les deux productions de manière différente, avec des contenus distincts. Si l'exposition est une expérience à faire, à vivre, qui se passe d'explications particulières, en fait, le catalogue est un travail didactique qui, lui, vient décrire des faits, des actions, des lieux, et puis énoncer les propos théoriques qui viennent soutenir en fait ces actions. Vous retrouvez dans le catalogue les 6 études de cas que vient de vous présenter Christophe, auxquelles s'ajoutent effectivement Elefante Blanco à Buenos Aires et puis la Florence House à Johannesburg. Le catalogue propose d'articuler des faits pratiques et des positions théoriques. Vous voyez ici une double page avec le sommaire du catalogue à droite, où il y a en fait une double piste de lecture qui vous sera proposée. La première, observer, transformer, vous trouverez là en fait les descriptions des lieux et puis des actions qui ont été menées sur site. La seconde piste de lecture, ça ne se suit pas, ça s'intercale vraiment dans la lecture du catalogue. La seconde piste, agir, penser, revient justement sur ces propos et ces énoncés théoriques qui accompagnent les interventions sur l'improvisation, sur le structuralisme en architecture, sur la pédagogie émancipatrice, sur la performativité. Donc vous retrouverez ces propos dans cette seconde piste de lecture qui est, cela dit, étayée par des expériences qui sont des expériences concrètes, qui sont des expériences vécues. C'est une volonté du catalogue de venir en fait déplacer les lignes de séparation traditionnelles entre théorie et pratique. Cette volonté de dialogue et de brouillage de ces lignes en fait file tout le long du catalogue, donc entre théorie et pratique, on vient de le voir, mais aussi, et c'est au cœur du projet Les communautés à l'œuvre, bien sûr entre habitants et architectes. C'est la raison pour laquelle, si on passe à la diapo suivante, une autre double page où vous voyez en fait une photo en pleine page. Une place importante a été donnée à la photographie dans le catalogue pour pouvoir parler de cette puissance en acte, de cette expertise quotidienne, sous la forme aussi de séries photographiques pour restituer en fait ces moments de dialogue, de débat, de prise de décision et puis d'action. À côté des photos, des textes, vous trouverez aussi dans le catalogue des planches et des documents peut-être moins habituels pour accompagner le travail d'architecte. Par exemple, cette planche, cette autre double page, avec des diagrammes, des graphiques. En fait, c'est des documents très importants pour nous, puisque c'est des documents et des outils d'enquête, de diagnostic, de recherche, qui soutiennent en fait l'ensemble des projets qui vous seront proposés et présentés, qui soutiennent en fait une attitude d'observation, de compréhension des existants et puis d'accompagnement des projets. Donc en cela, le catalogue est aussi un outil concret, une ressource pour accompagner le projet contemporain.
On trouve dans le catalogue des représentations aussi plus conventionnelles de l'architecte, ici des plans, des coupes, des élévations, mais ces représentations sont toujours mises au service d'une observation fine des existants. Donc, par exemple, ici, ce que vous voyez en couleur, c'est les jardins des habitants, et dans d'autres axonométries qui suivent, ce qui apparaît en couleur, c'est les séries de petites interventions qui accompagnent la transformation des lieux de vie par augmentation, intensification, par série de petits changements finalement qui parlent de l'architecture comme processus en mouvement. Donc le catalogue a une structure qu'on a voulu ouverte, de telle sorte en fait que le lecteur, le visiteur puisse le consulter, le lire de manière linéaire ou non, en appui direct à l'exposition ou non, pour qu'il soit finalement tout à fait libre de construire sa trajectoire dans ce catalogue d'exposition. Merci. Merci Tiffaine. Je voudrais remercier Tiffaine, Daniel Estevez, remercier l'ensemble des équipes de Grand Angle, de Far West, Benjamin Ribaud pour la création graphique et évidemment l'ensemble des partenaires qui nous soutiennent dans cette exposition. Voilà, merci à tous. Nous allons pouvoir maintenant passer aux questions. Donc, je vous rappelle, si vous avez des questions, c'est un petit peu le dernier moment pour les poser dans le formulaire, nom du média, et on les posera. En attendant, moi j'aimerais bien te poser une question, Christophe. C'est comment est-ce que vous avez choisi, donc, si c'est juste toi ou toutes tes équipes, les différentes études de cas que vous allez présenter au pavillon français? Alors les cas que nous présentons au pavillon français sont des cas avec qui on a beaucoup de connivence, puisque c'est des lieux dans lesquels nous travaillons depuis de nombreuses années. Depuis, Erol l'a dit, depuis 20 ans à Soweto. L'orphelinat qui est présenté est un travail un lieu où j'ai constitué des connaissances depuis plusieurs décennies. Et Tiffaine a travaillé à Buenos Aires, a même fait son doctorat sur ces sujets, sur les structures abandonnées vacantes comme un nouveau potentiel en architecture. Voilà, donc nous avons des outils de connaissance déjà très précis, très avancés sur l'ensemble des cas, qui nous permet aujourd'hui de les documenter et d'avoir un retour un peu réflexif aussi sur les actions qui ont été engagées et sur la réalité de ces lieux qui sont en mouvement et qui sont en mutation permanente comme l'est notre monde aujourd'hui. Alors, on a une question de Marie-Douce Albert du Moniteur. Je te la transmets. Le report de la Biennale, mais encore plus la crise sanitaire et ces confinements vous ont-ils amené à modifier et à faire évoluer l'exposition ? Votre propos, il y a plusieurs questions, attention. Votre propos a-t-il été impacté par le contexte et comment avez-vous présenté ces éventuelles modifications dans votre exposition ou dans le catalogue? Est-ce que tu veux diviser tes réponses? Alors, tout d'abord, je voudrais dire une première chose, c'est que la crise sanitaire et les événements de cette année, finalement, ont conforté le propos de notre exposition. Elles ne l'ont pas décalé, au contraire, elles l'ont conforté. Je crois que tout ce qui a été présenté, la crise sanitaire que nous traversons montre aussi dans nos sociétés des mouvements des communautés habitantes, des formes de résilience et des actions positives qui permettent de pallier à des difficultés que nous rencontrons, et en particulier cette année. Voilà, donc on s'inscrit dans cette histoire, et dans ce monde en mutation. On essaie de nous adapter à ce mouvement et de prendre les formes que le monde nous demande d'avoir du fait des mutations. Alors je l'ai dit, un premier exemple, ça a été par exemple la production du film à Détroit, où nos équipes de tournage n'ont pas pu se rendre, et nous avons donc travaillé en lien avec la communauté pour que, à l'aide du protocole et des dispositifs techniques que l'on a mis à disposition là-bas, ils puissent constituer eux-mêmes le récit de leur projet et de leur communauté à l'œuvre. Voilà, donc ça, c'est quelque part, on a été encore plus loin dans la proposition, dans l'exposition et dans la production de cette exposition, puisqu'on a vraiment donné la parole à la communauté dans l'exemple de Détroit. Ensuite, l'exposition a un caractère assez immatériel. On est sur quelque chose qui relève de l'image en mouvement. C'est très audiovisuel. Le pavillon et l'exposition est donc très fluide dans la possibilité de se déplacer pour les spectateurs, ce qui finalement fonctionne plutôt pas mal compte tenu des conditions sanitaires. Voilà, donc il y a eu, je pourrais vous parler pendant 1h30 des modifications et des changements que nous avons dû opérer. Ils sont nombreux, mais au final, on n'a jamais perdu le fil de ce qui nous anime, c'est-à-dire répondre à la question comment vivrons-nous ensemble. Est-ce qu'on peut aussi avoir un tout petit aperçu d'une idée ou de quelque chose qui est prévu pour faire vivre le pavillon tout au long de la Biennale ?
Bien sûr, il y a un aspect performatif dans cette exposition. Nous avons une programmation sur laquelle nous travaillons. Nous attendons de voir un petit peu comment les choses vont évoluer dans les mois à venir aussi pour pouvoir programmer. En tout cas, je donne un exemple. Par exemple, nous travaillons avec un philosophe allemand qui est aussi musicien de jazz, vibraphoniste, avec qui nous travaillons sur la question de la partition ouverte en architecture. Et c'est une rencontre entre architecture et musique improvisée qui permet de démontrer par la performance le propos théorique de l'exposition. Donc il sera avec nous probablement à l'ouverture et puis sur des moments de performance dans la salle centrale du pavillon. Et nous en accueillerons d'autres. Nous espérons accueillir Hamid Benmaï, le chorégraphe, danseur, qui aussi performera dans le pavillon. Et puis des débats autour, nous avons un projet, un débat autour du prix Misandero avec le prix européen avec les 5 finalistes. Voilà, tout un tas d'événements que nous allons annoncer au fur et à mesure des certitudes qui seront les nôtres s'il y en a. Eh bien, merci pour ces réponses. Merci à vous tous d'avoir participé à cette conférence de presse. Ça n'est pas tout à fait fini, parce qu'on va maintenant passer à la conclusion. Et Christophe, décidément, on a toujours plein de choses à vous demander. Vous vouliez nous dire quelques mots en conclusion? Non, je voudrais juste de nouveau remercier l'ensemble des personnes autour de ce projet, les ministères, l'Institut français, les équipes de production, les équipes artistiques, l'éditeur. Je crois que tout le monde a été concentré, a été déterminé pour que ce projet advienne, pour qu'il existe. Et aujourd'hui, on est très heureux, très joyeux de retrouver cette dynamique, cet élan pour aller enfin retrouver nos amis italiens à Venise et nos amis du monde entier qui ont eu les mêmes difficultés que nous et qui se posent les mêmes questions que nous. Donc on a hâte de les partager avec eux et de mettre en commun toute cette réflexion et pour construire un monde meilleur, si on le peut. Donc merci encore à tous et à toutes d'avoir participé à cette conférence de presse un petit peu spéciale. Nous vous donnons donc rendez-vous en mai pour enfin découvrir le pavillon français à la Biennale d'architecture de Venise. Encore merci et au revoir et on espère à très vite.